Voilà, merci beaucoup. Merci aux organisateurs d'avoir accepté ma communication. Et ma communication sera consacrée au personnage de Constantin Thita, Th. Dimaras, l'initiateur après la Seconde Guerre mondiale du concept... Pardon, j'ai commis une erreur. Ça, c'est mes lunettes pour voir loin, pas de lecture. Je les amène. Ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Voilà, oui. Ça me console. Je ne dis pas que je suis pas voilà. Deux pages. Oh, ça ne m'inquiète pas outre mesure. Voilà. Excusez-moi. Voilà, je recommence. Excusez-moi, mais c'est difficile comme ça. Voilà. Donc, c'est donc sur Constantin Dimaras que je vais vous parler, l'initiateur, après la Seconde Guerre mondiale, du concept de diaphotismos néo-hellénique et du champ d'études correspondant. Plus précisément, en prenant appui sur la biographie intellectuelle de Dimaras, je vais vous parler ici de deux aspects de l'invention, introduction de ce concept. Premièrement, il est question pour moi, il s'agit pour moi de vérifier l'hypothèse que le nouveau concept de diaphotismos est issu de la transformation pendant et après la Seconde Guerre mondiale et sous l'impact de cette guerre, des clivages intellectuels de l'avant-guerre. Et je dois d'ailleurs préciser que la portée de cette hypothèse dépasse à mes yeux le seul cas grec pour être valable, par exemple, dans le cas du concept anglo-américain de Enlightenment. Mais je n'aurai pas, malheureusement, le temps pour rester dans les limites temporelles de ma communication, de vous expliquer cela, sauf s'il y a des questions relatives par la suite. Donc, la deuxième question que je voudrais examiner ici est la place de ce que Dimaras lui-même appelle le schéma de diaphotismos dans l'historiographie nationale grecque. La spécificité de Dimaras est que, malgré l'impression contraire qu'il a voulu donner lui-même dans ses différents récits autobiographiques, ou du moins c'est mon impression, ce personnage a effectué, à la veille de la guerre, un changement d'orientation idéologique aussi important qu'on pourrait dire que sa biographie des années 30 et 40 tient ensemble les deux bouts du clivage idéologique dont le concept de diaphotismos a émergé. L'histoire que je voudrais vous raconter ici commence au début des années 1930 à Athènes, où les conséquences de la Grande Dépression commencent à être de plus en plus sensibles, où commencent à avoir lieu d'importantes manifestations ouvrières, et le Parti communiste s'organise à base de quartiers, et où, autre phénomène qui nous intéresse ici, pour faire pendant au Parti communiste, s'intensifie spectaculairement l'activité, excusez-moi, des organisations ecclésiastiques. C'est alors, en 1932, que s'est fondée, par le théologien Panagiotis Bratsiotis, l'Union chrétienne sociale, Christianiki Kinonikienne aussi, à laquelle adhère aussitôt le futur initiateur des études de diaphotismos en Grèce, Constantin Dimaras. Alors, critique littéraire dans diverses revues et journaux athéniens, Dimaras adopte des points de vue très radicaux par rapport à la culture séculaire, même lorsque celle-ci est nationale. En 1933, c'est un détail connu plus ou moins de sa biographie, et en 1933,
c'est le centenaire de la mort de Koraïs, et un théologien alors apprécié par Dimaras, Dimitrios Balanos, de ce milieu, fait un discours pour montrer que le rapport de Koraïs avec le clergé n'était pas toujours aussi mauvais qu'on le dise. En contestant cet avis, Dimaras écrit dans sa colonne Anéestia: Koraïs m'a toujours éveillé une certaine méfiance. J'ai eu l'impression que ces idées ont été strictement liées avec celles de la Révolution française et de ses précurseurs, des idées qui, dans ma conscience, sont définitivement perdues toute leur valeur, c'est-à-dire le libéralisme, les théories sans âme de Rousseau, les déismes hypocrites de Voltaire. Ces choses-là, je considérais qu'ils étaient les fondements de la théorie de Koraïs. Ce passage contient l'attaque la plus agressive que l'on puisse trouver dans la presse grecque de l'époque contre le diaphotismos avant la lettre. Mais puisque ni le diaphotismos ni la lumière, taphota, ne sont pas mentionnés dans le texte et ne sont pas non plus nommés dans les débats des intellectuels athéniens auxquels Dimaras participe, essayons de comprendre quel est le contexte de cette critique de Koraïs, de la Révolution française et de ses précurseurs. Avant les années 1930, Dimaras fut un jeune homme très versé dans la philosophie métaphysique. Son discours était alors ahistorique ou ouvertement contre l'historicisme. Mais en adhérant en 1932 à l'Union chrétienne sociale, την Χριστιανική Κοινωνική Ένωση, de Panayotis Bratsiotis, Dimaras développe son premier schéma d'histoire universelle, d'une histoire universelle qui démontre la crise morale de l'Occident et le besoin de retour aux valeurs chrétiennes du Moyen Âge. Ce schéma d'inspiration spenglérienne est construit sur l'idée de l'existence de trois cultures fondamentales dont le rapport régit toute l'histoire mondiale. À l'image de trois cultures de Spengler, magicienne, apollonienne et faustienne, les trois cultures du schéma de Dimaras sont le mysticisme oriental, le logos grec et le moralisme romain. Or, l'histoire mondiale, telle que Dimaras la conçoit, se joue en deux tours. D'abord, chacune de trois cultures, l'Orient, l'hellénisme et Rome, domine une première fois l'histoire mondiale. Le deuxième tour commence avec le Moyen Âge, pendant lequel domine à nouveau le mysticisme oriental, tandis que pendant la Renaissance domine à nouveau l'hellénisme et pendant l'ère contemporaine, qui commence au XVIIe siècle, domine à nouveau la culture de Rome, tournée vers la morale et les problèmes pratiques. Attention cependant, dominer ne veut pas dire écarter les deux autres cultures. Sur ce point, Dimaras s'inspire du concept spenglérien de pseudomorphose, emprunté à la minéralogie et signifiant les manifestations de deux autres cultures non dominantes au sein de la dominante malgré elle et en obstruant sa pleine évolution. Ainsi, je cite, avec la domination de Rome, l'hellénisme déclinait, tandis que le mysticisme oriental se manifestait partout sans dominer nulle part. Lorsque Rome déclina, l'hellénisme laissait percevoir ses derniers reflets, alors qu'avec la domination du christianisme, l'élément oriental prévalut. C'est le même phénomène qu'on observe à la veille de la Renaissance, ainsi que vers la fin du XVIIe siècle, lorsque la civilisation actuelle est sur le point de commencer. De la même façon qu'avec Rome, la culture contemporaine portait en elle le germe du déclin.
ce déclin prenait la double forme du capitalisme et du communisme. C'est un modèle spenglerien bien connu qui a été emprunté par Habermas, Heidegger aussi. C'est-à-dire que c'est le revers de la médaille, le capitalisme mène directement au communisme. Et le germe était là, en effet, depuis la Renaissance. Encore un motif spenglerien notoire. Un monde vieilli, la Renaissance, atrophique, le monde antichrétien de la Renaissance a donné, après de chutes successives, son dernier fruit, le matérialisme historique. Du fait que l'humanisme, voire même la Renaissance, apparaissent pendant le Moyen-Âge, les historiens ne perçoivent pas toujours leur opposition radicale au christianisme, explique Guimarães dans sa critique du livre de Georges Theotokás, devant le problème social. Theotokás professe un capitalisme modéré, un libéralisme modéré. Guimarães l'attaque et lui dit pendant 300 ans, les valeurs anthropocentrées, et je ne vous fatigue pas pour vous dire que c'est encore du Spengler, et les valeurs anthropocentrées de la Renaissance se battent contre les valeurs chrétiennes de la Révolution française. Et la Révolution française infirme leur domination, la domination donc des valeurs anthropocentrées. On suive 100 ans de domination de liberté sans bornes, les révolutions succèdent l'une l'autre, la science devient de plus en plus exigeante, la domination de la mécanique, donc l'homme-machine, encore le motif, épuise le corps et dessèche l'esprit. Que va-t-il se passer maintenant? La réponse, si nous pouvons, celui qui peut, qu'il intègre à nouveau les valeurs chrétiennes telles qu'elles ont été formées à l'époque médiévale. Ces valeurs autorisent une littérature et un art vivant et fertile et une morale conforme aux conditions sociales en vigueur. Autrement, nous allons nous diriger vers le précipice, tertium non datur. Il n'existe pas de troisième option. On comprend mieux maintenant l'emportement dans les textes de 1933 sur Coraïs, contre la Révolution française et ses précurseurs. On comprend aussi la contestation en 1935 et la consternation de Guimarães en 1935 devant les philosophes Georges Thémistos dans un texte qui s'appelle Réflexion sur la tombe de Thémistos, qui pendant un moment critique pour Byzance tourne le dos au mysticisme oriental pour déclarer en grande pompe son hellénisme. Et là, c'est un point intéressant. Remarquons que ce détachement de l'hellénisme le fait employer alors le concept dans le cadre de l'histoire ancienne, comme il a été utilisé par Droysen, sans tenir compte de son remaniement dans le cadre de l'histoire nationale et nationaliste grecque par Paparigopoulos. Remaniement dont il est bien au fait, et il le dira ensuite. Et que ça, c'est une conséquence de la radicalité de sa position d'alors. On comprend mieux aussi un texte plus radical contre le conservatisme, où Guimarães condamne le déchirement de l'État néo-hellénique entre deux cultes contradictoires, le culte orthodoxe et le culte de l'Antiquité hellénique, entre deux traditions dont l'une est continue, donc la tradition orthodoxe qui est continue depuis le Moyen-Âge. On voit encore le motif spenglerien et de la rupture que la Renaissance marque après le Moyen-Âge, et ce qui apporte tout le mot de la culture faustienne. Voilà. Et donc, l'une est continue et l'autre fausse et interrompue, la culture de l'Antiquité. Pour conclure, en s'efforçant ainsi de trouver un compromis entre ces deux
culte, le conservatisme grec, qu'il accuse, une fois de plus, constitue une fois de plus un danger notoire pour la société grecque. Tout ceci est cohérent au sein d'un schéma, de ce schéma d'histoire mondiale que Di Marra s'était fabriqué à partir de la carcasse spenglérienne, schéma qu'il a ardemment défendu en idéologue conséquent entre grosso modo 1932 et 1937. 5 ans. C'est la période de sa vie dont le souvenir l'a apparemment le plus fait regretter ensuite et qu'il a essayé de taire dans ses récits biographiques. C'est de cette période, je suppose, que datent, je le cite, les 2 ou 3 petits travaux qu'il me font ressentir de la répulsion, comme il dit en 1988 à Stefanos Pezmantoglou, si présent dans un entretien, car j'avais compris, je le cite encore, que je m'étais trompé. Pour ajouter aussitôt, celles-ci, je les ai étouffées, je les ai ignorées et elles ont pris leur chemin vers l'oubli. Si je me concentre ici sur ces travaux, en quelque sorte apocryphes, c'est parce que je crois que c'est justement en réaction à ces travaux contestés, à cette philosophie de l'histoire qui a perdu à ses yeux sa validité, à cette idée du déclin de l'Occident que se forme, que se construit le schéma suivant de la pensée de Di Marra, le schéma de Diaphotismos, comme il l'appelle lui-même. Et pour... j'ai encore 5 minutes? Oui. Ok, d'accord. Je n'ai pas plus... Vous suivez très bien, tout seul. Je n'ai pas besoin de jouer. D'accord. Non, j'ai coupé pour être à l'aise. Et c'est pour vous dire que, vous savez, c'est très intéressant de voir comment Cassirer a tellement critiqué Spengler il y a deux travaux qui nous montrent combien Spengler était un enjeu dans l'entre-deux-guerres et que combien Cassirer a critiqué tellement Spengler qu'il a construit quelque part son approche culturaliste sur la critique de Spengler. On voit un peu cette répétition. Je veux pas, ça c'est une digression. Pardon. Quel fut-il le déclencheur du changement? Di Marra lui-même a tout fait pour nous empêcher de comprendre. Lorsqu'il est interviewé par Stefanos Pezmantoglou et Nikos Alivizatos en 1900 et Yorgos Dertilis est là, en 1888, il déclare 1900, oui, vous savez. 88, oui. Oui, je suis un peu dyslexique avec les dates. Et il déclare solennellement, chose curieuse pour quelqu'un qui a consacré la moitié de sa vie à l'étude des idées essentiellement politiques, si vous avez prévu des questions relatives, disons, à la mesure dans laquelle j'ai été influencé par les événements extérieurs, lorsque nous y arriverons, je vais vous dire qu'ils ne m'ont point influencé. Cependant, cette prétention d'une attitude apollonienne, dirait Spengler, résiste peu à l'examen des écrits de la période 1932-1937, dont l'auteur, Di Marra, chrétien socialiste et philosophe de l'histoire, vit avec angoisse le devenir historique de son temps, et pour cause, si on voit l'époque. Nous n'entreprenons cependant pas ici une approche psychologique. Ce qui m'intéresse, c'est le fait de trouver dans ce personnage, dans des moments différents de sa biographie, une polémique intériorisée, en décalage, je dirais même, de laquelle est issu le concept, voire même le champ d'étude de Diaphotismos néo-hellénique. Ok. 3 minutes. Ok, c'est vrai. Il ne fallait pas faire de digression.
Nous ne savons pas quand Dimaras abandonne sa propre interprétation du déclin de la civilisation occidentale. Je vous passe sur ça. En 37. L'article de 45, où Dimaras introduit le concept de diaphotismos hellénique, qui deviendra ensuite néo-hellénique, est un éloge des idées libérales de la Révolution française, mais surtout de la façon dont ces idées libérales ont influencé l'hellénisme des années 1800. Hellénisme entendu ici, bel et bien dans le sens de Paparrigopoulos. Dans cet article, qui n'est pas repris dans aucun recueil de textes de Dimaras, la nouvelle notion de diaphotismos hellénique constitue le lien entre, d'un côté, une histoire universelle occidentale, dont la transition à l'ère contemporaine est illustrée par les idées libérales de la Révolution française, et de l'autre, l'histoire de l'hellénisme. C'est l'ancrage du national à l'universel dont on parlait hier. Sous la plume de Paparrigopoulos, l'histoire de l'hellénisme pendant l'occupation ottomane n'était au fond que l'histoire de l'Église orthodoxe qui aurait préservé les caractères nationaux jusqu'à l'arrivée de la Révolution de 1821, qui apparaissait comme une renaissance nationale soudaine. Or, ce que Dimaras offrait maintenant à l'historiographie grecque, qui sortait de la Deuxième Guerre mondiale, était une nouvelle version de cet épisode de l'histoire de l'hellénisme qui permettait de parler de son association récente, avant et pendant la Révolution française, aux valeurs de l'Occident contemporain. Ce schéma historiographique, le schéma des diaphotismos, Dimaras voulait alors le greffer à celui de Paparrigopoulos. Jusqu'ici, je peux ? Oui. Okay. Mais pour faire cela, il faudrait diminuer le rôle que jouait dans l'hellénisme de Paparrigopoulos l'Église. Il faudrait tout d'abord l'identifier et l'interpréter. D'où le deuxième schéma de Dimaras, annexe aux premières, le schéma du romantisme grec, qui vise principalement à la réinterprétation de l'historiographie de la période suivant à la guerre de Crimée, c'est-à-dire des années 1850, dont principalement celle de Paparrigopoulos, et plus généralement du climat spirituel dans lequel il a lui-même, Dimaras, grandi, et que Dimaras appelle un retour au piétisme. Mais piétisme est un terme très vague dont Dimaras se servait pour parler de sa propre biographie. De l'état d'esprit dans lequel il s'est trouvé lorsqu'il écrivait sur les sophistes et lorsqu'il se réclamait du christianisme social. En bref, l'historiographie néo-hellénique de Dimaras est en quelque sorte en même temps une interprétation de son autobiographie. Ainsi, lorsqu'il souligne en 1988 qu'à partir du milieu de 1750, on commence d'avoir plus d'enseignants qui ne portent pas la soutane que de prêtres, il constate que cette évolution continue jusqu'à 1850 et qu'à partir de cette dernière date, de 1850, nous avons un piétisme tout puissant. On revient donc presque à 1750, pour ajouter ensuite 1850. C'est la fin de Diaphotismos, donc l'époque où Paparrigopoulos commence à écrire. C'est le nouveau piétisme qui continue à nous dominer jusqu'à aujourd'hui. Excusez-moi d'être